Bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre émission Seneweb Echo qui fait aujourd'hui une édition spéciale avec le projet Agropole. Nous recevons ce soir le coordinateur du projet Agropole Sud, M. Ousseynou Konaté. Monsieur Konaté, bonsoir et bienvenue à Seneweb. Bonsoir et merci beaucoup. Et merci de me donner l'opportunité de participer à cette émission de Seneweb Echo et de pouvoir effectivement m'adresser à vos lecteurs, vos auditeurs et aussi vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. C'est un plaisir partagé. Merci, M. Konaté. Nous allons vous présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes ingénieur agronome de classe exceptionnelle. Vous cumulez plus de 25 ans d'expérience dans le développement agricole et rural. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expérience? Merci beaucoup. Donc, je suis un ingénieur agronome de l'ENSA, de Thiès. Et j'ai ENSAP, c'est École nationale supérieure d'agriculture, qui est l'ex-INDR. Et donc, j'ai démarré ma carrière professionnelle depuis 2000 par la recherche, en tant qu'allocataire de recherche de l'ISRA, qui m'a permis aussi de côtoyer l'université Cheikh Anta Diop pour un programme de doctorat. Voilà. Vous avez une carrière riche et diversifiée et vous avez occupé des postes dans le secteur public et dans le secteur privé, notamment à l'Institut sénégalais de la recherche agricole, à la direction régionale du développement rural de Tambacounda et au projet USAID Croissance économique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces différents pachas dans ces structures? Merci. Mon passage à la direction régionale du développement rural coïncide avec la mise en place du projet PSAOP, projet des services agricoles au profit des organisations de producteurs. Il s'agissait d'une réforme qui devait permettre de restructurer le ministère de la Culture. Et on passe d'encadrement paysan à conseil avec la naissance de l'ANCAR. Dans ce projet, les services du ministère ont été regroupés en direction. Donc le service des semences, le service de l'agriculture et le service, tout ce qui est statistique était regroupé à la DPV, regroupé au niveau de la direction. J'ai eu la chance de participer à ce processus qui nous permet de travailler dans les régions, l'actuelle région de Tambacounda et l'actuelle région aussi de Kédougou. Pendant 6 années, de côtoyer aussi des anciennes de la génération des ingénieurs. Voilà. Vous avez également été secrétaire exécutif des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie et comme responsable des chaînes de valeur au projet Pôle de développement de la Casamance. Voilà. Donc 6 ans après la fonction publique, j'ai senti la nécessité de sortir dans le public et d'aller côtoyer les producteurs. Ça a été une riche expérience de travailler directement avec les petits producteurs qui prenaient en charge mon salaire. Donc j'étais vraiment un employé des petits producteurs de bananes pour les aider à pouvoir faire face à la production, à la commercialisation et intervenir sur toute la chaîne de valeur et qui les permet aussi de pouvoir quand même améliorer leur cadre de vie. Donc on a côtoyé des ONG, des projets, programmes par des levées de fonds qui leur permettent de pouvoir effectivement vivre dignement. C'est après ces séjours au niveau de ces organisations de producteurs que j'ai intégré le projet de l'USAID qui s'appelle Projet Croissance économique, qui visait à promouvoir des chaînes de valeur d'exportation, notamment le fognon, le sésame, la banane, le bissap. Et on intervenait une partie de la Casamance dans le Sénégal oriental, mais aussi dans le centre du pays. Et c'était vraiment pendant 2 ans une riche expérience aussi avec un projet financé par un bailleur multilatéral. Donc voilà qui est l'USAID. Aujourd'hui, M. Konaté, vous coordonnez le projet Agropole Sud, un projet ambitieux qui vise à développer l'agro-industrie dans la région actuelle de la Casamance. Voilà, donc la Casamance, j'y suis depuis 2014 par l'entremise du PPDC, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Et donc le PPDC, l'Agropole a été une continuité. Donc c'est un projet phare et un projet qui est vraiment inscrit au cœur de l'agenda de transformation Sénégal Vision 2050. Et on a vraiment la chance d'être dans cette équipe qui pilote ce projet si cher à nos autorités. Voilà. Et ça depuis 2020, décembre 2020. Merci M. Konaté. Nous avons terminé votre présentation. Nous allons maintenant aborder, entrer dans le vif du sujet, une thématique
centré sur le développement des agropoles au Sénégal, enjeux, opportunités et perspectives. Nous savons que les nouvelles autorités placent la souveraineté alimentaire au cœur de leur politique. Donc le développement de l'industrie et de l'agriculture joint constitue un objectif qu'ils doivent atteindre. Maintenant, pour la première question, on va essayer de faire une présentation globale du projet des agropoles. Pouvez-vous nous présenter le projet des agropoles et leurs principaux objectifs? Merci. Donc, c'est devenu un programme, on appelle Programme national de développement des agropoles, comme je disais tantôt, qui fait partie d'un programme catalytique de l'agenda de transformation. Donc, c'est un programme qui vise à développer l'agro-industrie à travers le développement des pôles de développement économique, des pôles économiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur le mot agro-industrie, le définir d'abord? Agro-industrie, c'est un projet qui travaille sur les deux secteurs, le secteur agricole et le secteur industriel. C'est vraiment la transformation des productions agricoles. On parle agro-industrie. Donc, c'est, je disais, un projet agro-industriel, et ce qui justifie notre ancrage au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Industrie et du Commerce. Quoique les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais, nous pense qu'on est un projet agricole, mais c'est vraiment agro-industrie. On est dans une partie de l'agriculture pour la disponibilité en matière première, mais on est surtout dans la valorisation de l'approche agricole, donc on est vraiment industriel. Donc c'est vraiment un projet industriel. Donc ce projet industriel, la vision, c'est permettre de pouvoir quand même, à travers la mise en place de parcs agro-industriels au niveau de ces zones territoires, pour la transformation de nos productions. Donc c'est un projet qui intervient au niveau de toute la chaîne de valeur, donc aussi bien de la production en amont, la transformation, qu'à la commercialisation. Donc il consiste à mettre en place des infrastructures logistiques avec des services connexes, notamment stockage, conservation, certification, incubation, et c'est un qui vise vraiment les opérateurs économiques. Dans le concept agropole, l'État met les moyens, les conditions permettent au secteur privé de venir investir dans la transformation pour créer des emplois. Et ces emplois doivent être au niveau, par exemple, des terroirs. Donc, c'est vraiment la logique de l'agropole. Aujourd'hui, le programme est coordonné par Mme Aïssatou Ndiaye. Vous me permettrez de pouvoir la remercier, me permettre de pouvoir venir parler des agropoles, et aussi remercier mes autres collègues. Remercier aussi par là même notre ministre de tutelle, le Dr Serigne Gueye Diop. À date, sur les agropoles, on a 5 qui sont initiés. 5. Le sud qui a démarré, dont j'ai l'honneur de coordonner. Le centre, il y a l'agropole nord, l'agropole est et l'agropole ouest. Donc c'est vraiment rendre compétitives les filières agricoles pour permettre vraiment la valorisation de ces projets à travers les parcs dont j'ai parlé. Donc voilà exactement en global le projet des agropoles. Maintenant, le but de ces projets, de ces agropoles, c'est vraiment de pouvoir développer une économie. Comment renforcer, transformer l'économie, comme on dit, transformer l'économie à travers effectivement une croissance endogène. On en parle de croissance en général souvent, mais c'est des croissances qui étaient jadis portées par le secteur tertiaire, les services. Aujourd'hui, c'est inverser la tendance pour que ça soit plus de qualité, que cette croissance puisse être portée par les deux mamelles, que ce soit le secteur primaire et le secteur secondaire. Et l'agro-industrie relie les deux secteurs. C'est l'importance de vraiment l'agro-industrie et c'est qui le place au cœur vraiment de l'agenda. Donc, je disais, c'est vraiment en fait un peu l'objectif du projet et effectivement le rôle de l'agro-industrie comme moteur de croissance pour le développement de l'économie. Maintenant, pour que les agropoles puissent contribuer à cette économie, il faudrait effectivement, spécifiquement, relever 4 objectifs ou 4 défis. C'est déjà la production, donc un des objectifs, augmenter la production agricole de 40% pour qu'il y ait suffisamment de matière à transformer. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est augmenter le taux de transformation de nos matières premières, de notre production agricole. Le Sénégal tourne autour de 15% ou moins de taux de transformation. C'est très faible. Contrairement aux pays de l'Afrique, je ne parle pas d'Amérique, aux pays d'Europe, mais aux pays de l'Afrique comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, qui avoisinent les 80-90%. Donc aujourd'hui, avec l'agropole, les productions agricoles du Sénégal, le taux de transformation doit quitter 15% pour aller vers 80-90%. Ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est création d'emplois.
cette lancinante problématique de l'emploi des jeunes, surtout sur les jeunes et les femmes, parce que on adresse 60% des emplois en faveur des jeunes et 50% pour les femmes. Donc effectivement, ces couches vulnérables sont prises en charge au niveau, par exemple, de ce projet Agropole. Le quatrième objectif, c'est vraiment, cette industrialisation doit se faire sur une toile de fond de territorialisation. Mettre des industries, c'est bon, mais il faut inverser la tendance. Aujourd'hui, cette monocéphalie de Dakar, qui occupe tout, comment faire pour que les industries puissent être clairement indexées au niveau des zones de production. C'est pourquoi on a parlé de 5 zones, 5 agropoles, pour que dans ces terroirs, qu'on ait effectivement des infrastructures de transformation qui sont proches au niveau des zones de production. Et enfin, le dernier objectif, c'est comment faire pour effectivement rééquilibrer notre balance commerciale par la promotion de l'import-substitution. Comment faire pour substituer aux importations? Le Sénégal importe à peu près 1000 milliards par an de denrées alimentaires. On a une économie vraiment travestie. Aujourd'hui, c'est inverser la tendance. Comment faire pour inverser cette tendance et rendre compétitive nos filières pour vraiment réussir cette souveraineté alimentaire? Voilà exactement les 5 objectifs qui sont visés par le programme des agropoles pour changer l'économie, transformer structurellement l'économie sénégalaise. C'est des objectifs très ambitieux, mais est-ce que les moyens sont mis à la disposition du programme pour atteindre ces objectifs? Voilà, merci. Effectivement, je pense que aussi on a des moyens aujourd'hui parce que le portage du projet, étant donné que c'est un projet catalytique, il est porté par les plus hautes autorités du pays. Dans la mesure où c'est un projet qui est aligné à la vision Sénégal 2050. Donc aujourd'hui, cette vision comporte 4 axes. Et l'agropole travaille sur les 3 axes. À l'exception de l'axe gouvernance, on travaille sur l'axe économie compétitive avec les moteurs de croissance, les 4 moteurs. Donc nous travaillons sur les moteurs de croissance agriculture, agro-industrie, où le projet travaille sur toutes les filières. Il y en a 6. On travaille sur toutes les 6 filières au niveau de ces 5 zones. C'est les céréales, c'est les oléagineux et l'arachide, c'est l'horticulture et les produits forestiers non ligneux, c'est l'élevage, c'est les produits halieutiques et le sel. L'agropole travaille sur toutes ces filières. Donc on est bien positionné au niveau de cet axe économique. Le deuxième axe sur lequel on travaille aussi, c'est le capital humain. Le capital humain et l'inclusion. Je parle tantôt des cibles hommes et femmes vulnérables qui sont au devant des emplois à créer. Mais qui parlent emploi, parlent au préalable d'employabilité, donc de formation. Donc aujourd'hui, on prend en charge cette question de formation pour que ces cibles puissent quand même prétendre à des emplois décents. Donc le troisième axe aussi qu'on adresse, c'est l'axe aménagement et développement du territoire. Aujourd'hui, dans la carte économique de la vision, on a les 8 pôles. Agropole maille tous les 8 pôles. Tous les 8 pôles sont maillés par le projet Agropole. Est-ce que vous pouvez rappeler les 8 pôles? Les 8 pôles, c'est pôle Casamance, je démarre par la Casamance, le pôle Dakar, pôle Baol, pôle Sine, pôle Saloum, il y a pôle Nord et en fait pôle Sénégal oriental. Donc c'est les sites. On prend pôle Casamance, c'est Agropole Sud qui le prend. On prend pôle Est, pôle Sénégal oriental, c'est l'Agropole Est qui le prend avec Kédougou et Tamba. On prend pôle Sine, c'est pris en charge par une partie de l'Agropole Centre qui travaille sur les 4 régions. Et pôle Baol est pris en charge aussi par l'Agropole Centre. Maintenant, il y a pôle Thiès qui est pris en charge par l'Agropole Ouest et le pôle Nord qui est pris en charge par effectivement l'Agropole Nord. Donc vraiment, tous les 8 pôles territoires sont maillés par vraiment le projet des agropoles. Ça, c'est vraiment le portage et l'alignement. Mais au-delà de l'alignement par rapport à la vision, il est aussi aligné par rapport à la nouvelle politique industrielle et commerciale du Sénégal. Cette nouvelle politique qui vient d'être élaborée et validée. Donc cette politique met au cœur le développement des plateformes industrielles et les agropoles pour permettre de pouvoir quand même mobiliser les industriels au niveau de ces plateformes. L'objectif, c'est 7230 hectares sur lesquels on doit même aménager pour installer des industriels et l'agropole fait partie de ces aspects. On prend encore même le code des investissements, le dernier code. L'agropole aussi fait partie des zones aménagées industrielles qui ont été aussi ciblées au niveau de ces agropoles. Donc cet alignement a permis à ce que le portage puisse être vraiment au lieu. Aujourd'hui, en dehors de notre ministère de tutelle, mais c'est même le Premier ministre qui porte le projet et qui fait un suivi rapproché pour que ça soit opérationnel avant 2029.
Et le dernier acte qui a été posé, c'est vraiment la provision du projet. Vous parlez de moyens. Le projet a été provisionné par rapport à la loi de finances initiale pour 2026, de montant d'un budget conséquent qui permet à l'Agropole Sud et l'Agropole Centre de pouvoir être opérationnels en 2027. Donc, on peut avoir une idée de la somme. La somme, c'est 109 milliards. 109 milliards, et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau par rapport, en tout cas, au niveau du développement au Sénégal, et ça dans le vote des budgets du ministère. Aujourd'hui, 109 milliards étaient alloués pour les agropoles, pour les rendre opérationnels. L'État lui-même prend les choses en main pour insuffler un budget suffisant pour permettre de pouvoir atteindre les objectifs. Monsieur Konaté, quels sont les principaux secteurs ciblés par les agropoles et pourquoi ce choix? Voilà, les secteurs ciblés par l'agropole. L'agropole, c'est vraiment un programme multisectoriel. C'est ce qui rend complexe le projet. On est l'agriculture, bien sûr, j'en ai parlé. Pour transformer, il faut la matière première en amont. Donc, de quoi transformer pour que les entreprises puissent tourner 12 mois sur 12. Donc, le secteur agricole. C'est aussi valable pour le secteur élevage, parce que c'est l'agriculture au sens large, et l'aquaculture. C'est vraiment pour la matière première, pour ces trois. Au-delà de ces trois secteurs, il y a les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on parle de décentralisation. Comment faire territorialisation des politiques portées par les collectivités. Donc, comment renforcer ces collectivités pour qu'ils puissent abriter des infrastructures et abriter effectivement le secteur privé. Donc, c'est collectivité. Il y a le secteur privé. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'agropole sans secteur privé, parce que l'État crée les conditions, permet au secteur privé d'investir dans la transformation et créer des emplois pour les jeunes. Donc, et là, l'environnement, aujourd'hui, tout ce qui se fait doit se faire dans les normes, la réglementation environnementale. On parle aujourd'hui de projets verts, on parle de vraiment prise en charge de tout ce qui est environnemental et social, mais aussi l'énergie. Ça rentre dans ce volet vert en termes de renouvellement, parce qu'aujourd'hui, la compétitivité de nos entreprises, c'est effectivement le coût de l'énergie. Donc, il faudrait le volet énergétique. Donc, vraiment, c'est tous ces secteurs qui interviennent et chacun a un rôle important à jouer. Ce qui fait effectivement un portage à haut lieu facilite vraiment l'implication de tous les sectoriels dans la mise en œuvre du projet. Et ce qui témoigne effectivement le comité de pilotage qui est chargé de définir les orientations. Il est vraiment composé de tous ces acteurs et que chacun est invité à pouvoir quand même partager. Et c'est un projet d'État que tous les services d'État doivent pouvoir quand même contribuer à l'atteinte des objectifs. Maintenant, quels sont les avantages attendus de la création des agropoles pour l'économie sénégalaise? L'avantage de l'agropole, c'est de permettre à ce que déjà qu'il y ait des infrastructures de pointe et de services qui sont mis à la disposition du secteur privé. Ceux qui veulent investir ont suffisamment d'infrastructures et de services mis à leur disposition pour venir vraiment faire une économie de temps et de délai dans la mise en place de leur investissement. Tous ceux qui doivent contribuer à la création d'emplois ont un paquet qui a été rassemblé en un lieu pour les permettre de raccourcir les délais et raccourcir aussi le temps. Et ces services vont des parcelles viabilisées qu'on met à la disposition, sécurisées, un foncier sécurisé à leur disposition. Et ça va aussi en termes d'infrastructures qu'on met à leur truc. Mais au-delà de ces infrastructures et services, c'est aussi bénéficier de l'appui de certains services d'État. De travailler avec les universités, de travailler avec les centres de recherche, de travailler avec les entreprises locales, de travailler avec les producteurs locaux pour pouvoir effectivement relever ce défi d'innovation technologique. Donc Agropole met tout ça. Et le deuxième aspect, c'est ce qui permet à ce que dans nos sites, quand un privé s'y installe, il peut avoir la possibilité d'avoir accès à des équipements de transformation, ce qu'on appelle des centres de transformation, ce qu'on appelle des ateliers de transformation. La bonne dame qui veut faire de la transformation mais qui n'a pas de matériel a la possibilité de venir à l'intérieur de l'agropole, trouver des machines et de pouvoir effectivement faire sa transformation dans les règles de l'art pour attaquer les marchés. Ça, c'est un service qui est valable. Il y a l'incubation. Des jeunes qui sont sortis des écoles, qui n'ont pas les possibilités de pouvoir conduire leurs entreprises, ont la possibilité de faire 2 ou 3 ans à l'intérieur des centres d'incubation pour se préparer, pour gagner de l'argent, pour investir et s'installer au niveau des agropoles. Il y a des infrastructures en termes de stockage, en termes de services, en termes de certification, en termes de laboratoires qui sont aussi sur place. Mais tu as accès aussi à toutes ces commodités en termes de connectivité, l'eau, l'électricité, le téléphone que tu peux avoir au niveau de ces zones. Tu as la possibilité aussi d'être connecté aux routes et aux autoroutes, mais aussi aux infrastructures portuaires et aéroportuaires. Les agropoles donnent cette facilité
connexion d'accès direct par rapport à ces infrastructures pour pouvoir attaquer des marchés, que ce soit le marché local, le marché sous-régional, mais le marché aussi à l'exportation, donc international. Donc tout ça, c'est des avantages que donnent les agropoles sur le plan logistique et sur le plan de service. À côté de ces avantages, il y a aussi tout ce qui est conditions d'incitation, les mesures incitatives qui permettent à un privé de s'installer. C'est vraiment les conditions des incitations avec des mesures en termes de fiscalité, d'exonération, en termes d'exemption, en termes de réduction de taxes. Ça aussi, c'est vraiment des aspects qui sont prévus dans les agropoles. Et d'ailleurs, il y a des réformes qui sont en cours dans ce sens qui permettent d'avoir vraiment... Mais aussi de pouvoir mobiliser les services d'appui de l'État. D'avoir la possibilité de travailler avec ITEA, ACEPEX, mais aussi la possibilité de travailler avec APIX, parce qu'il y a en fait à l'intérieur des sites, les procédures sont digitalisées et il y a des guichets uniques qui permettent de raccourcir. Ces structures sont présentes dans Toutes ces structures seront présentes à l'intérieur, par exemple, des zones de transformation. Et ça permet de pouvoir avoir à des PME, ACEPEX, tous ces services d'État, que les gens puissent travailler. Enfin, c'est vraiment des structures aussi logistiques qui permet de pouvoir accéder, par exemple, à ces sites. Voilà pas mal d'avantages qui sont vraiment donnés. Et je pense aujourd'hui, ça a été aussi renforcé par le nouveau code des investissements par rapport à l'implantation, ces exonérations fiscales qui sont dotées, ou bien ces reports de crédit qui sont par rapport pour inviter les investisseurs à pouvoir vraiment investir les territoires en profondeur. Et ça, Agropole donne ces possibilités. Maintenant, on va s'intéresser au projet Agropole Sud que vous coordonnez. Pouvez-vous un peu nous présenter de manière spécifique le projet Agropole Sud et ses objectifs? Oui, Agropole Sud, c'est le programme qui a marché la phase opérationnelle du programme. Donc, je disais tantôt, on est un programme avec des projets. Donc, les 5 projets sont vraiment pilotés par le programme pour une cohérence dans la démarche. Donc, Agropole a été le premier projet qui a été financé pour la Casamance, et c'est Agropole Sud couvre les régions de la Casamance naturelle, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. C'est aussi un projet qui avait identifié des filières prioritaires, notamment la mangue, l'anacarde, le maïs, mais à côté aussi des produits forestiers non ligneux. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui travaille dans les 3. Donc l'objectif, c'est comment réduire le taux de transformation. J'ai tantôt parlé de 15%, mais quand on va sur certaines filières, notamment la mangue, le taux de transformation est à 2-3% au Sénégal. Vous voyez, tout le problème qu'on connaît sur la commercialisation, sur en fait les pertes post-récolte. Aujourd'hui, l'idée sur la mangue, c'est avec Agropole Sud de passer ce taux de 3% à 15%. Sur l'anacarde, on est à 5%. Donc c'est de passer de 5 à 20%. Sur le maïs, on est à 9%. Comment passer de 9 à 18%? Mais au-delà de ces taux de transformation à améliorer, mais aussi la mobilisation du secteur privé. Je rappelle que c'est un financement de 57 milliards en termes de financement public, mais ce qui est attendu en financement privé, c'est 103 milliards. Donc c'est un projet vraiment pour les privés et par les privés. Voilà exactement une présentation du projet Agropole Sud qui a démarré en 2021. Mais quel est le niveau d'avancement au niveau du projet Agropole Sud? Oui, quand est-ce qu'il sera inauguré et mis en marche? Exact. Donc, effectivement, sur les volets, on démarre par le volet infrastructure. C'est le volet qui est vraiment le plus important au niveau de l'Agropole, où on est attendu. Aujourd'hui, c'est 9 parcs à mettre en place, 9 parcs agro-industriels à mettre en place. Et chaque collectivité départementale doit abriter une infrastructure. C'est cette dimension territorialisation. Sur les 9, on a 2 qui ont démarré. 2 qui ont démarré et qui vont être réceptionnés, inaugurés à partir du premier trimestre de 2026. Donc 2026, ça va être inauguré. Ça, c'est vraiment la dimension infrastructure. Maintenant, tous les sites ont été sécurisés et les indemnités de compensation ont été payées. Parce que quand on déplace les populations pour libérer le foncier au profit de l'État, l'État doit pouvoir quand même effectivement indemniser. Ils ont été indemnisés à 100%. Les marchés aujourd'hui sont élaborés et lancés. On pense que dans 2026, dernier trimestre 2026, on va démarrer tous les autres travaux qui restent. Sur le volet agricole, on est très avancé. Sur le volet agricole, c'est 90%
pour la filière mangue, la mise à dotation, mise à disposition de plants de manguier pour pouvoir effectivement anticiper sur les demandes futures en manguier. Donc c'est 244 000 plants de manguier qui ont été mis à disposition des producteurs locaux. Sur l'anacardier, on est à 90%, c'est 533 000 plants d'anacardier qui ont été distribués. Et sur le maïs, les superficies emblavées en termes de semences certifiées, on est à 87%. On est à 4300 hectares sur les 5000 qui étaient attendus. Donc sur le volet agricole, on est vraiment en moyenne 90% de mise en œuvre. Sur l'autre volet, c'est l'appui aux communautés. Parce que Agropole aussi, c'est permettre à ce que les petits transformateurs et les petits producteurs puissent être intégrés dans les chaînes de valeur de l'Agropole. Donc il y a un travail de préparation, d'accompagnement des PME, petites et moyennes entreprises, qui se fait depuis le début du projet. Et sur ce plan, aujourd'hui, on travaille avec une centaine de PME qui ont été accompagnés avec des plans de mise à niveau sur le plan technique et sur le plan financier. Sur le plan financier, c'est plus de 1,53 milliard qui ont été déjà identifiés en plan d'investissement. Sur ce plan d'investissement, il y a 700 millions de primes à mobiliser et aujourd'hui, il y a 23% de ces 700 millions qui ont été déjà mobilisés. À peu près, on a une centaine de millions déjà de mobilisés, permettre à ces entreprises de pouvoir quand même renouveler leur système de production pour renforcer leur compétitivité. Le dernier axe en termes c'est la mobilisation du secteur privé. Aujourd'hui, la société de projet est créée parce que nous, on gère la partie publique, on met en place, mais l'animation, la gestion et l'entretien, c'est géré par des sociétés de projet. Et la société de projet est créée avec le FONSIS et le partenaire stratégique en cours de recrutement, on finalise le contrat, mais pour autant aussi, il y a pas mal de demandes spontanées en termes d'occupation qu'on a déjà notées. Voilà. Donc voilà en fait sur le niveau de mise en œuvre et développement d'Agropole Sud, les points sur lesquels on peut faire le bilan. Mais comment les communautés locales ont accueilli ou accueillent ce projet? Il l'accueille vraiment à bras le corps. Je pense que c'est un travail d'information, de sensibilisation, mais d'implication et de responsabilisation. Aujourd'hui, dans ce projet, on a des protocoles, des conventions qui ont été signées, aussi bien avec les collectivités qui donnent le foncier, qui mettent en place le foncier et qui participent à toutes les instances de mise en œuvre du projet. Et c'est possible, ce processus de libération des emprises s'est fait dans le dialogue et dans vraiment la concertation avec les collectivités. On rentre d'ateliers de validation des études environnementales avec des audiences publiques, mais vraiment ça a été validé à 100% par les communautés par rapport à l'approche, mais aussi par rapport effectivement à ce que ce projet peut leur apporter. Et on peut aussi, ce positionnement de ce projet, ce portage par aussi les autorités, les pousse aussi à pouvoir adhérer au processus de ce projet. Pour ceux qui nous prennent en cours, vous suivez votre émission Sénébeco, que nous avons comme invité M. Konaté, coordinateur de Agropole Sud. M. Konaté, comment maintenant le projet Agropole Sud contribue-t-il à la création d'emplois et à la croissance de la région? Sur les emplois de la région, le projet ambitionne pour Agropole Sud 14 500. Pour le programme des Agropoles, c'est une centaine d'emplois qui sont attendus dans le domaine agro-industriel. À l'intérieur de l'Agropole? Oui. Pour l'Agropole Sud, c'est 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects. Donc, et ces emplois sont créés par le secteur privé. C'est-à-dire que l'État crée les conditions, c'est les unités les privés installés dans les parcs agro-industriels qui vont quand même recruter ce personnel. Donc nous, le travail préalable, c'est vraiment renforcer les capacités de ces populations riveraines pour qu'ils puissent effectivement prétendre à ces emplois. L'autre aspect par rapport à l'économie, c'est au-delà de ces emplois, c'est en fait un peu l'augmentation des revenus. Donc ces employés-là vont pouvoir voir impacter dans leur ménage, parce que le projet compte aussi impacter 65 000 ménages de la Casamance. Et dans ces 65 000 ménages de la Casamance, il y en a dans tous les moyens de production. Aussi bien au niveau du commerce, parce qu'il y a le développement du commerce, mais il y a aussi le volet transformation avec les unités, mais surtout le volet production agricole. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on vit en Casamance, c'est le fait que nos matières premières ne sont pas valorisées. On prend l'exemple de l'anacarde. Aujourd'hui, la Casamance, pour les statistiques, dernières statistiques, c'est 128 000 à 148 000 tonnes par année qui sont exportées à partir du port de Ziguinchor.
c'est des chiffres d'affaires qui te font 57 milliards à 90 milliards. Mais ces 57 à 90 milliards ne représentent même pas 300% de la valeur ajoutée que l'ANACAD peut offrir. Donc aujourd'hui, un projet comme Agropole permet d'inverser la tendance. Au lieu qu'on exporte des emplois par l'exportation de la matière première brute, on le valorise et on crée des emplois sur place. Et ça permet à ce que ces producteurs puissent avoir des prix qui sont acceptables. Parce qu'aujourd'hui, dans ce programme, c'est la connexion avec l'agriculture. Comment faire pour que, à travers des contrats programmes, des agro-industriels avec les producteurs pour l'approvisionnement en matière première. Ça permet à ces producteurs de leur garantir un prix qui est rémunérateur et qui permet d'augmenter leur revenu. Et on parle de 365 000 personnes touchées au niveau de la Casamance par rapport à ces revenus. C'est énorme et ça permet de pouvoir effectivement permettre à la Casamance de pouvoir quand même consolider les efforts de paix et permettre à ce que l'économie puisse quand même bouger au niveau de cette partie du Sénégal. Okay. Monsieur le coordinateur, le programme Agropole Sud a démarré depuis 2021. Est-ce qu'on peut tirer un premier bilan à mi-parcours? Oui, on peut tirer un bilan. Un bilan pour dire déjà que c'est un projet complexe qui nécessite l'implication de tous les sectoriels. Ce qui a fait défaut au départ, parce que c'était un projet qui a été laissé, le ministère de l'Industrie de l'époque était laissé à elle seule. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire qu'il faut que tous les sectoriels, on a dit projet complexe, chacun puisse jouer sa partition. L'autre aspect, c'est sur les infrastructures. En général, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que aussi, au niveau des procédures de passation de marché par rapport à par rapport au processus, en tout cas, tel qu'on le vit, il faudrait accélérer la cadence pour permettre de raccourcir les délais. Je pense que aussi, il y a l'implication, la responsabilisation des acteurs, qui est vraiment un facteur de succès de l'agropole. Et je pense que dans la conception des autres agropoles, ça a été pris en charge. Il y a la question du financement des PME. Ça s'est corrigé. Chez Agropole Sud, dans la conception, il y avait certains manquements qu'on est en train de corriger. C'est aussi en fait un peu la taille des parcs. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir pour Agropole Nord, ça a changé. C'est les tailles part de 10 hectares à 100 hectares. Parce que si on veut accueillir des secteurs privés, il faudrait que les gens jouent sur les volumes, les gens jouent sur les superficies. Ça aussi, je pense, c'est des aspects qui ont été un peu corrigés. L'implication du secteur privé local avec les interprofessions, je pense que c'est aussi des aspects sur lesquels on peut effectivement tirer un bilan qui ont permis de pouvoir, comme on était pilote, on était effectivement le test, ça a permis de pouvoir corriger pas mal d'axes, ça a permis de corriger pas mal d'approches pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs. Et c'est ce qui est en train d'être fait, en tout cas avec les autres agropoles qui sont en train d'être mis en œuvre. Vous avez tantôt parlé de mise à niveau, certainement qu'il y a une collaboration, un partenariat avec ces genres de structures d'appui. Quels sont les partenariats et collaborations établis pour le développement du projet? Merci. Pour chaque volet, le projet dans l'approche, c'est l'approche faire-faire. Donc, je disais tantôt la responsabilisation, mais aussi le faire-faire. Et aussi en prenant en charge des dimensions transversales, qui est l'environnement par rapport au changement climatique, mais le genre. Sur le partenariat, sur le volet agricole du projet, on travaille avec les structures du ministère. Aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est fourniture de plants, de semences, c'est avec l'ISRA, sur lequel on travaille. Sur le volet protection, assurance, on travaille avec la CNAS, c'est la Compagnie nationale d'assurance agricole, parce que c'est un intrant pour le financement de la production. Sur le volet maintenant, appui aux PME, on a travaillé avec l'ITA. Vous avez signé des conventions? On a signé des conventions et c'est ces structures qui mettent en œuvre directement avec ces acteurs. Donc tout ce qu'on dit comme entreprise accompagner les centaines là, ils l'ont été avec ITA, qui vient et qui met un plan de mise à niveau technique, technologique au niveau de ces entreprises et qui renforce les capacités de ces unités qui existaient pour les permettre de les rendre compétitifs. Sur le financement dont j'ai parlé, les primes qui ont été mobilisées, c'est le bureau de mise à niveau avec lesquels on a des financements. Et sur le plan maintenant... Est-ce qu'on peut avoir une idée des primes que le bureau de mise à niveau a déjà versées ou bien... 118 millions. Aujourd'hui, les primes sont estimées à peu près à 700 millions et il y a 118 millions déjà mobilisés. À partager avec combien d'entreprises? Partagé avec 48 entreprises. Mais sur les 48 entreprises, aujourd'hui, ceux qui ont mobilisé la prime,
c'était environ une vingtaine. Okay. Une vingtaine. Les autres sont vraiment en cours. Je disais que c'est 507 millions de primes qui ont été accordées et 221 d'investissements réalisés et 118 millions de primes. Okay. Donc, 103 entreprises, 50, je disais 48 entreprises sur les 50, 48 entreprises accompagnées par les bureaux. Sur les 40 entreprises, c'est 1 milliard 70 millions d'investissements qui ont été validés par le comité de pilotage du bureau de mise à niveau, okay. Éligible aux primes. Sur les primes, c'est 507 millions de primes accordées. Dans ces 507 millions de primes accordées, 118 ont été déjà décaissés au profit environ de 20 entreprises. Les autres, le travail, c'est parce qu'avec le bureau de mise à niveau, les primes ne sont décaissées qu'après réalisation effective de l'investissement. Donc les autres sont en cours. Et sur le financement, sur les milliards, 221 sont déjà mobilisés avec le bureau de mise à niveau. Mais l'autre, c'est vraiment avec le Fonds 6, sur la mobilisation du secteur privé. Donc on travaille avec le Fonds 6 et c'est le Fonds 6 qui a accompagné à créer la société de projet et qui aussi accompagne le projet dans le recrutement du partenaire stratégique. Ça, c'est vraiment les conventions. Mais au-delà de ces ISRA et autres, on travaille avec les services techniques déconcentrés. Parce que dans le projet, on a des conventions et on a des protocoles de collaboration. Aujourd'hui, tous les services techniques déconcentrés de l'État collaborent avec nous. Que ce soit les DRDR, que ce soit l'ANCAR. Ça, c'est les services du ministère de vraiment de l'Agriculture. Au niveau national aussi, tous ces services du ministère du Commerce, ACPEX, ASN, ADPME, tous ces DPMI, Direction Petite Moyenne Industrie, toutes ces structures aussi travaillent avec le projet dans le cadre des protocoles de mise en œuvre. Donc vraiment, c'est une pléthore de partenaires de mise en œuvre qui sont impliqués et qui sont responsables dans la mise en œuvre du projet. Mais vous maintenant des partenaires techniques et financiers, qui sont-ils et combien ils ont misé dans le projet? Effectivement. Donc le projet Agropole, tous ces projets sont financés par l'État déjà en chef, pour Agropole Sud, l'État en chef, et il est accompagné par la Banque mondiale, autant pour moi, la Banque africaine de développement, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Donc pour Agropole Sud, c'est les trois. Pour Agropole Centre, c'est plus diversifié. En plus de BID, on a Enabel, on a l'Union européenne qui est venue accompagner. Pour le nord, on a BID, mais on a aussi la BOAD qui accompagne. Donc vraiment, c'est vraiment de plus en plus des partenariats sur le plan financier qui ne cessent aussi d'augmenter. Voilà. Maintenant, quels sont les défis spécifiques que rencontre l'Agropole Sud dans sa mise en œuvre et comment comptez-vous les relever? Les défis spécifiques pour l'Agropole Sud, il y en a trois. Trois défis majeurs. Donc, le premier défi, c'est d'opérationnaliser, de finaliser les travaux au niveau des infrastructures, des parcs et les rendre opérationnels. Et comment on compte s'y prendre? Aujourd'hui, on a reçu des instructions des autres autorités pour lancer l'appel à candidature. Déjà, avant même que les travaux ne terminent, on a pas mal de secteurs privés, pas mal d'opérateurs privés qui tapent à la porte et qui manifestent leur besoin de venir s'installer. Parce que pour vraiment... C'est le secteur privé local ou c'est le secteur privé national? On en a local, on en a national, on en a régional. On a vraiment tous les secteurs privés qui viennent taper et qui remplissent déjà le formulaire, en attendant qu'on puisse officialiser avec l'appel à candidature pour pouvoir quand même recruter et la mobilisation du secteur privé. Donc ça c'est les deux défis que j'ai regroupés, finalisés pour opérationnaliser, mais l'opérationnalisation se fait avec vraiment la mobilisation du secteur privé. Le troisième défi, c'est le défi de la disponibilité de la matière première. La matière première, oui, elle est importante, mais il faut en quantité et en qualité. Et pour ça, il y a un arrêté interministériel qui vient d'être signé entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie pour une meilleure implication, renforcement, ça se faisait, mais on renforce le positionnement du ministère de l'Agriculture. Que tous les projets, qu'il y ait une cohérence dans les interventions pour accompagner les agropoles à pouvoir relever le défi de la matière première. Et ça, on compte sur le ministère de l'Agriculture pour pouvoir mobiliser effectivement tous ces services pour contribuer à relever à ce défi de disponibilité de la matière première. Voilà les trois défis au niveau de vraiment l'Agropole Sud qu'il va falloir adresser. Maintenant, avant d'entrer dans la troisième partie de notre émission, vous avez parlé tout à l'heure de disponibilité de la matière première. On sait que chaque région a ses spécificités.
Est-ce que ça dépendra pour la disponibilité de la matière première la spécificité de chaque région? Effectivement. Donc, l'idée des agropoles, au début, on était parti sur les filières, on va revenir sur les orientations. L'idée, c'était de dire, dans chaque zone agroécologique, le potentiel agricole qui existait devait être valorisé. Par exemple, on parlait de Casamance. L'anacard, la Casamance occupe 80% de la production d'anacard au Sénégal. Donc, les principales zones, c'est Casamance plus la zone de Sokot, qui sont les deux principales zones. Maintenant, il y a Dakar qui vient en troisième. Mais 80% de la production, c'est Casamance. C'est pourquoi, dans le choix initial des filières, la disponibilité est prise en charge. C'est valable pour la mangue. Quand on dit la mangue sénégalaise, à part la zone des Niayes, c'est Casamance. Effectivement. Le maïs aussi, quand on prend les régions comme Kolda et autres, c'est Casamance. Aujourd'hui, sur le centre, on a le sel. Le sel, on ne va pas le faire en Casamance. Donc, dans le choix des filières, l'arachide a été une filière qui a été ciblée au niveau du centre. Au nord, on parle de riz, mais on va parler aussi d'oignons. On va parler de produits de pêche. Mais ça, c'est vraiment une dimension statique des choses. On sait que le développement des filières, ça bouge. Quand on fait venir le secteur privé, c'est pour impulser le développement. Et le développement impulsé par le secteur privé va se faire en fonction des potentiels de développement. Un secteur privé va venir s'installer en Casamance et voir que le soja qui n'existe pas là-bas, ou qui se cultive peu, a un marché. Et sur le plan écologique, c'est une culture qui est adaptée. Donc, pour développer le soja. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique d'ouvrir tout ce qui peut être valorisé et qui a un marché potentiel qui existe sera attaqué, adressé par les agropoles. Donc, aujourd'hui, on est parti au départ par rapport à la disponibilité dans la zone au moment T. Mais maintenant, on a changé avec les nouvelles orientations. C'est quand on vient dans une zone, tout ce qui est potentiellement transformable, que les gens puissent l'attaquer. C'est dans ce cadre qu'on travaille dans ce nouveau CH d'ouverture des filières. Maintenant, on va aborder la dernière partie de notre entretien qui va concerner les perspectives à moyen et long terme. Quels sont, monsieur Konaté, les objectifs à moyen et long terme pour les agropoles et comment comptez-vous les atteindre? Les premiers objectifs, on a reçu des instructions fermes du Premier ministre et du ministre de notre ministre de tutelle. Et des orientations ont été très claires. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on a la vision qui est déclinée en plan d'action. Et on a le plan de redressement avec des horizons temporels. Tout à fait. Comment faire pour que ces agropoles puissent être opérationnels avant 2029, que nos 30 parcs puissent être réalisés et opérationnalisés. Ça, c'est vraiment l'orientation à court terme qui a été donnée. Faire tout pour d'ici 2027 qu'on démarre tous les 30 parcs. Quand je dis 30 parcs, c'est Agropole Sud et Agropole Centre. Il y en a 9 au niveau du Sud. Et pour le centre, on en a 21 ou 22. Ça fait 30. Aujourd'hui, c'est d'ici 2027 que ces 30 parcs puissent être opérationnels. Ça, c'est vraiment le premier objectif à moyen terme. Bon, l'élargissement de l'assiette foncière, j'en ai parlé tantôt. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, vous prenez la Casamance, on a, à part la plateforme d'ADN, qui est le module central, qui est à 85, les autres, c'est 15 hectares, 5 hectares. Comment élargir l'assiette foncière pour quand même, effectivement, parce que les ambitions, c'est faire venir beaucoup plus de privés pour qu'il y ait plus d'emplois. Donc, vraiment, travailler sur l'élargissement de ces parcs en termes de foncier, l'intégration des nouvelles filières. Aujourd'hui, c'est de dire qu'en Casamance, au lieu seulement de s'arrêter sur le maïs, la mangue et l'anacard, tous les autres filières, parce qu'aujourd'hui, on connaît par exemple le glissement du bassin arachidier. Le bassin arachidier, ce n'est plus Kaolack, c'est Médina Yoro Foulah. Est-ce qu'on va dire en privé qui vient en Kolda, je vais investir sur l'arachide, on dit qu'il faut aller au centre, ça ne se fait pas. Donc l'élargissement de ces filières aussi fait partie de nouvelles orientations. Le renforcement de la production, avec la collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Donc effectivement, qui va faire la promotion des CAC, comment ces coopératives agrocommunautaires puissent porter la production pour approvisionner les agropoles. Mais aussi le connecter avec toute cette politique industrielle et commerciale, avec aujourd'hui les supermarchés, les boutiques de référence, pour que les produits qui sortent des agropoles puissent intégrer les cycles de distribution par rapport à ces boutiques de référence. Ça aussi, c'est des éléments. À côté de ces CAC aussi, il y a les grandes fermes. Ces fermes qui existent
que ces fermes, dont Anida et autres, que ces fermes puissent aussi contribuer à la mobilisation de la matière première. Maintenant, le dernier point, c'est la gestion transitoire. J'ai parlé tantôt. On va réceptionner bientôt, on a déjà réceptionné Mbelakadiao, Fatick, on va réceptionner bientôt Adéane et Kolda. On sait que ça va prendre du temps pour la mobilisation du partenaire stratégique qui doit venir administrer ces sites, mais de manière transitoire, il faudrait que ces secteurs privés, ces opérateurs qui tapent à la porte, qu'on puisse les accueillir et les installer, en attendant que le secteur privé ou l'opérateur prenne en fait le relais. Donc voilà vraiment les orientations qui ont été données, et à moyen terme, court terme, des choses qu'on doit faire pour pouvoir opérationnaliser les agropoles. Mais monsieur le coordinateur, est-ce que des solutions sont trouvées ou bien sont en train d'être trouvées pour accélérer un peu le décaissement au niveau des bailleurs? Oui, on est en train de discuter avec les bailleurs. Je pense qu'il y a des mesures qui sont déjà en cours d'être prises, notamment sur les processus de passation de marché. Parce qu'aujourd'hui, sur les bailleurs, le problème, c'est deux choses. La première chose, c'est les procédures de passation de marché avec ces doubles revues. On reçoit un financement, il faut des avis de nomination du bailleur, il faut des avis de nomination au niveau, par exemple, du côté État, service public. L'idée, c'est de voir comment raccourcir les délais pour éliminer la double revue. Je pense que la Banque mondiale le fait dans ses projets Banque mondiale. Soit on est procédure nationale, soit on est procédure bailleur. Si on est procédure bailleur, on donne la main au bailleur. Dès qu'ils donnent leur avis, on avance. Si c'est État, je pense que c'est la même chose. L'autre aspect qu'on avait, c'est les approbations, les délais d'approbation. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le portage à Orly, avec le Premier ministre, ces délais sont, je pense, en fait, un peu derrière nous. À part ces aspects, mais aussi les types de procédures pour lancer un marché au Sénégal. Voyez-vous, pour recruter une entreprise, quand tu es performant, il te faut 6 mois. Pour un cabinet, quand tu es performant, il te faut 1 an et demi ou 2 ans. Aujourd'hui, l'idée, c'est de passer dans d'autres modes de passation. On parle aujourd'hui de design and build, qui est en train d'être pris en charge. Je pense qu'aujourd'hui, sur le sud, c'est déjà passé. Mais sur le centre, on a commencé à changer les modes de passation qui nous permettent de raccourcir les délais, d'aller vers des shortlists pour aller plus vite. Et je pense que ça, c'est des procédures qui sont en discussion. En tout cas, le ministère, l'État, est en train de... Les bailleurs sont très sensibles sur cette question pour pouvoir faire bouger les taux de décaissement et pouvoir effectivement tirer le son d'Agropole Sud pour permettre, d'ici 2029, avant l'échéance, de pouvoir livrer ces parcs et les rendre opérationnels. Mais maintenant, comment les agropoles contribueront-elles à la réalisation des objectifs de développement durable et la réduction de la pauvreté au Sénégal? Déjà, on en a un peu parlé. C'est déjà par la sécurité, la réduction des pertes post-récolte. Aujourd'hui, on dit au Sénégal en général, dans les 30 à 40% de la production est perdue. Parce qu'on ne valorise pas. Il n'y a pas d'industrie. Si on parvient à réduire ces pertes post-récolte, on parvient effectivement à améliorer les revenus et à permettre excusez-moi, ça va permettre aux acteurs de chaîne de valeur de pouvoir gagner plus d'argent. Et l'implantation de ces parcs à proximité des zones de production vont réduire ces pertes qui vont être valorisées. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, qui parle de transformation, qui parle de matières premières, règle le problème de disponibilité. C'est le surplus qui est commercialisé. Donc, en voulant approvisionner nos unités de transformation, on est obligé d'augmenter nos productions de 40%. Et de facto, on règle le problème de souveraineté alimentaire. Cette importation, cette sortie de devises de l'État va permettre à l'État de pouvoir avoir de l'argent pour financer d'autres secteurs stratégiques. Ça, c'est vraiment le deuxième point qui nous permet de pouvoir venir sur ça. Maintenant, le troisième point qui nous permet de venir sur les aspects, c'est les emplois. Les emplois à créer. Aujourd'hui, nos jeunes qui prennent les pirogues, qui brattent la mer, c'est parce que nos matières premières, en fait, ils suivent le chemin de nos matières premières. Parce qu'on importe brut. Il faudrait qu'on valorise sur place. On récupère nos jeunes sur place, on les forme, ils restent sur place. Et c'est en fait des bras valides qui restent sur place. Et c'est des revenus additionnels au niveau des ménages. Je pense que ces 3 facteurs vont permettre à l'État du Sénégal, avec les agropoles, de pouvoir effectivement structurer l'économie. Nous allons aborder la dernière question, M. Konaté. Quels sont les plans pour la mise à l'échelle des agropoles et leur expansion à d'autres régions du Sénégal, du pays? Bon, on l'a déjà démarré. Je pense que les orientations, c'est déjà pour le centre et le sud, de faire un focus. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de dire,
centre-sud, il faut opérationnaliser. Donc, c'est les 30 parcs. Et c'est à partir du centre-sud, à partir de 2029-2028, si centre et sud sont opérationnels et qu'on éprouve le modèle, entre-temps, on va corriger, ben, le nord va être déployé. Aujourd'hui, on a un financement, on soit déjà sur le nord, peut-être c'est d'autres à mobiliser, mais on va aller sur le nord, on va aller sur l'est et on va aller aussi sur l'ouest. Donc, je pense qu'à partir de 2029, le déploiement sera effectif. Mais on pense bien avant, parce que dès 2027, si c'est opérationnel, on pense dans 2027, ça va se faire. Donc, en tout cas, 2026 marque vraiment un point important dans vraiment la vision ou le développement de ces agropoles. Et l'expansion vers les autres dépendra des résultats qui seront engrangés dans le centre et dans le sud. Et on l'espère. En tout cas, au rythme où vont les choses, on a bon espoir que 2025-2026, tous les parcs seront déjà déroulés. Et 2027, déjà, on peut commencer à pouvoir quand même attaquer le nord, parce que les populations demandent, attaquer aussi l'est et attaquer aussi l'ouest du Sénégal pour un développement équilibré, homogène et endogène. Est-ce qu'on peut avoir le financement nécessaire de manière estimative de tous les 7 agropoles qui vont démarrer certainement après ces deux agropoles, l'agropole sud et l'agropole centre? Le montant pour le sud, on a 57 milliards d'investissement public et 103 milliards attendus d'investissement privé. Pour le centre, on a 108 milliards déjà d'investissement public mobilisés et 70 à 90 milliards d'investissement privé. Pour le nord, c'est déjà structuré. On a déjà 182 milliards. C'est vraiment en gros. Une bonne partie est déjà mobilisée sur place. Sur l'est, c'est 90 milliards qui a été déjà évalué. Et sur l'ouest, c'est 52 milliards. Donc disons sur les 5 agropoles, on tourne une moyenne de 500 milliards. Et pour une mobilisation du financement, ça c'est public. À côté de ces 500 milliards, il y a plus de 300 milliards d'investissements privés attendus. Et cet investissement privé, c'est le privé local, le privé national, le privé surtout de la diaspora et le privé à l'international. Donc c'est dans ce cadre que cet appel que nous lançons aux Sénégalais de l'extérieur de venir réinvestir en Casamance parce que l'État a mis les conditions et les agropoles, c'est vraiment le futur développement économique du Sénégal. Merci M. Konaté, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous laisse le soin de dire un dernier mot avant de conclure. Le dernier mot, c'est déjà vous remercier par rapport à votre professionnalisme, par rapport à la qualité de l'émission et par rapport à tout le travail qui est en train d'être abattu par votre structure Senweb. Remercier aussi les collègues, parce qu'aujourd'hui, oui, on coordonne une activité, mais le travail est fait par les agents de terrain. Et je pense que c'est le lieu de pouvoir vraiment les saluer, pour leur dire que le défi est encore là, il y a encore du chemin, on est encore attendu, et qu'on redouble d'efforts pour pouvoir faire des agropoles des réalités et permettre vraiment à l'État du Sénégal de pouvoir atteindre tous les objectifs au bonheur des communautés et vraiment de la population sénégalaise. Merci M. Konaté, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci à nos téléspectateurs, mais également merci au réalisateur Abdoulaye Seck. Merci, bonne soirée.